Quand on pense à l'origine de la pensée économique, de la science économique, comme le disait François Quesnay, le nom qui vient assez spontanément à l'esprit, c'est évidemment celui d'Adam Smith. Donc Adam Smith est né en janvier 1723 et il est né en Écosse. Et néanmoins, lui, à titre personnel, il appartient à une famille qui est très favorable à la dynastie régnante anglaise. Et d'ailleurs, toute sa vie, quand on lui demandera s'il est écossais, il répondra non, je suis britannique du Nord. Il se refusera à s'assumer comme écossais. Et donc, il est le fils d'Adam Smith, c'est-à-dire que sa mère va lui donner le nom de son père, car il est né alors que son père vient juste de mourir. Et donc, elle perpétue d'une certaine façon l'héritage et la tradition familiale en lui donnant le nom de son père. Le personnage, à titre personnel, est un personnage qui a laissé le souvenir d'être assez maladroit physiquement. Il va mener une carrière d'enseignant, mais il est bègue, ce qui fait que ses étudiants ont du mal à le suivre. Et il fera en sorte qu'il n'existe aucun portrait de lui, car il s'estimera assez défavorisé sur le plan physique par la nature. Ce personnage, donc gauche, maladroit, qui va vivre toute sa vie avec sa mère jusqu'au décès de celle-ci, ils vont partager le même toit. Ce personnage va être un des esprits les plus brillants de son époque et il va suivre l'influence, synthétiser en fait l'influence de trois personnages, trois courants de pensée. D'abord, il est très influencé par David Hume, qui est le grand philosophe de son époque. Un David Hume qui est obligé de se faire discret, car dans certains de ses écrits, il a laissé entendre qu'il était possible que Dieu n'existe pas, même si au XVIIIe siècle, ce genre d'idée est relativement partagée. La grande caractéristique, c'est qu'il faut le penser, mais ne pas le dire. Et donc, David Hume va quelque part un peu se marginaliser et va utiliser Adam Smith comme son porte-parole. La deuxième réseau d'influence, c'est effectivement les économistes français avec qui il rentre en contact à l'occasion d'un voyage qu'il fait en France. Il va vivre en France juste après la guerre de 7 ans et donc après 1763. Et donc là, il rencontre les économistes français, il se lie avec d'Alembert d'amitié. Et donc, il rencontre aussi les physiocrates et il s'inspire de leurs pensées. Et puis, le troisième personnage dont il récupère une partie des idées, c'est James Stuart, qui est un Écossais, mais un Écossais favorable à l'indépendance de l'Écosse, un jacobite comme on dit à l'époque, un Écossais qui a écrit un livre qui s'appelle Principes d'économie politique, et ce livre, Adam Smith va le lire et va être une source d'inspiration pour Adam Smith. Alors il arrive un drame dans la vie d'Adam Smith, c'est que alors qu'il accompagne un jeune noble anglais dans ce qu'on appelle le Grand Tour. Le Grand Tour, c'est cette pérégrination qu'accomplissaient les membres de la noblesse à l'adolescence en Europe, et notamment la noblesse anglaise. L'objectif étant d'aller à Paris, à Rome et à Naples, voir les grandes villes les plus brillantes sur le plan culturel. Et à Paris, le frère de son élève, du garçon qui l'accompagne, est assassiné à l'occasion d'une rixe et d'une tentative de vol de la bourse d'Adam Smith. Et donc quand il rentre en Angleterre, il est totalement traumatisé par ça. Et David Hume va lui conseiller de se consacrer à une grande œuvre. Et la grande œuvre, ça va être La richesse des nations. Alors, sur le titre d'abord, pourquoi La richesse des nations? Parce que le principe d'économie politique, c'est déjà pris. Donc l'éditeur lui dit, il faut trouver un autre titre. Sur le contenu, Adam Smith agrège beaucoup de contenu, beaucoup d'idées qui lui sont venues de l'extérieur. Il y a des passages dans La richesse des nations assez particuliers où il explique pourquoi Hannibal a perdu la Deuxième Guerre punique, où il explique pourquoi le sport est en train de détruire l'université anglaise. Donc il y a des passages qui sont assez loin de ce que l'on considère comme étant la pensée d'Adam Smith. La pensée économique d'Adam Smith qu'il y a dans cette richesse des nations, il y a 4 idées forces. La première idée, c'est que la source de la richesse, c'est le travail. Et donc, on va dire que Adam Smith fait passer la science économique de la physiocratie des Français, qui pensent que la nature est à l'origine de la richesse, à la ponocratie. Ponos en grec, c'est le travail, et donc à ceux qui pensent que la source de la richesse, c'est le travail. Et ce travail, il est d'autant plus efficace qu'il est spécialisé.
C'est donc la division du travail qui est à l'origine de l'amélioration de l'efficacité de ce travail. Donc sa première idée force, c'est richesse égale travail, travail spécialisé, c'est-à-dire division du travail. L'image qu'il utilise, c'est celle d'une usine d'épingles dans le Sussex, même si désormais on est à peu près sûr que cette usine n'existe pas. Mais la description qu'il en fait est à la fois pertinente et extrêmement convaincante. La deuxième idée d'Adam Smith, c'est que l'organisation naturelle du marché permet d'arriver à un équilibre. C'est l'histoire de la main invisible qui permet d'arriver à l'équilibre. L'idée d'Adam Smith, c'est que Rousseau, qui est un des personnages déterminants de l'époque, a théorisé une société dans laquelle on ne trouve le bonheur que dans la solitude. Et donc c'est le discours sur l'origine de l'inégalité, il faut être seul, et si on n'est pas seul, à ce moment-là, eh bien on est dans une société inégale, et donc injuste et violente. Et Adam Smith ne dit pas du tout, dans la société, il y a des relations qui sont des relations d'égalité à égalité, c'est la relation marchande, on échange, chacun a un intérêt, le boucher ou le boulanger a intérêt à vous vendre le pain parce que c'est le fruit de son travail, et vous avez intérêt à l'acheter parce que ça vous permet de vivre. Et cette relation est une relation d'égal à égal. La troisième idée, c'est que fondamentalement, dans le commerce, on a intérêt là aussi à faire une division du travail et à spécialiser chaque pays dans ce qu'il appelle l'avantage absolu, c'est-à-dire là où la production d'un bien est la moins chère possible. Avec une critique qui lui sera faite, c'est si c'est dans un seul pays que la production est la moins chère, il y a un pays qui va devenir le producteur de tout. Alors il ne répond pas à ça, il ne se pose pas trop de questions, il dit non, on a intérêt à spécialiser aussi les pays. Enfin, la dernière idée, c'est qu'il faut que la fiscalité soit la moins brutale possible et surtout la plus prévisible possible. Et donc il milite pour une fiscalité qui soit une fiscalité stable dans le temps, des impôts modérés, dit-il, et surtout des impôts qui s'inscrivent dans un état de droit qui rend des décisions applicables et appliquées. Donc, respect du travail, liberté et économie de marché, spécialisation des pays par le libre-échange et, dernier point, des impôts modérés et un État qui est un État avec une justice rendant des décisions applicables et appliquées. On en fait le père du libéralisme. Ce qu'il faut savoir, c'est deux choses. Et la première chose, c'est que quand on lui demande d'apporter son soutien à un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre en 1786, il dit « soyez prudents ». Et ne serait-ce que parce que pour qu'il y ait un véritable libre-échange, il faut que les pays soient loyaux les uns avec les autres. Et pour lui, les Français ne peuvent pas être loyaux. Et la deuxième chose, c'est quand on lui demande qu'est-ce qu'il veut comme emploi, le Premier ministre William Pitt lui propose d'avoir un emploi universitaire de haut niveau. Et il dit non, non, moi, mon rêve dans la vie, c'est d'être douanier. Et donc, il va finir sa vie en douanier sur le port d'Édimbourg pour une raison assez simple, c'est que son père, qu'il n'a pas connu, était lui-même douanier. Et on peut considérer que ce douanier hostile aux Français et hostile aux Écossais a été tué par les Français indirectement, puisqu'il est mort le 17 juillet 1790 en apprenant la fête à Paris, qui est la fête de la Fédération, en lisant cet événement où la France était de nouveau rassemblée, unie et tout ça. Il s'est écroulé, victime d'une crise cardiaque. Alors, il était usé par la vie, mais certains ont dit qu'il était usé par les Français.